m'appelle Pierre-Frédéric Gieba. Euh, vous m'avez vous m'avez sûrement déjà vu sur des vidéos, mais en fait tout le monde ne sait pas que j'habite à Marseille depuis 15 ans. Euh, moi je suis né en région parisienne à Meaux, et maintenant ma grand-mère y habite. J'y retourne une semaine sur deux. C'est pour ça que j'ai, je me fais héberger là-haut et du coup je cherche pas d'autre hébergement puisque je suis bien chez ma grand-mère. En même temps, j'ai encore de la famille qui habite là-haut, mon frère et mon père. Euh, donc, comment il me semble important de préciser que, voilà, en suivant ma famille, je suis venu habiter ici à Marseille, où, à partir de l'âge de 20 ans, j'ai habité tout seul. Euh, j'ai, j'ai fini mes études. J'ai un BTS de comptabilité. Voilà. Quoi rajouter je pense qu'il n'y a rien à rajouter si ce n'est que peut-être c'est important de préciser que dans ma famille, ils sont plutôt pro-Macron. Donc, bon, pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec eux, mais j'ai déjà réfléchi au moment où je leur ai dit, écoute, maintenant c'est à toi de choisir, c'est soit Macron, soit moi. Voilà, donc je vous dis ça pour que ça soit clair, parce que s'il faut renoncer à ma famille parce que eux, ils sont trop manipulés par Macron, eh ben voilà, je n'hésiterai pas. Voilà, donc je disais comment on a créé une association pour œuvrer à l'accessibilité des personnes handicapées dans les transports en commun. Cela fait À six la ans. RTM, Ouais. Régie des Transports de Marseille. Voilà, en fait l'objet c'est par rapport à la régie des transports marseillais. Et comment c'est ça, j'explique juste ça parce que en fait avec ça le président de l'association qui ne peut pas faire grand-chose hein, parce qu'il est amputé d'une jambe. Euh, Au moment où il y a eu Nuit debout, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mouvement. Je euh, voulais te parler de Nuit debout également, mais ouais, c'était beaucoup plus tard voilà, dans le document. donc par rapport à Nuit debout, au départ, quand ça a commencé, euh, moi, je n'avais pas idée de rentrer là-dedans. À ce moment-là, j'étais dans autre chose. Je suis revenu ici à Marseille et le président de l'association m'a invité à aller avec Nuit debout Marseille. J'y ai été et suite à ça j'ai voulu créer la commission handicap, la commission handicap dans Nuit debout. Ce qui m'a amené à visiter plein de villes différentes, dont Narbonne, mais plein de villes des Bouches-du-Rhône, même un peu plus loin. Voilà, avant les Gilets jaunes, j'avais eu ça et du coup j'étais bien connu du mouvement Nuit debout. Et pour vous dire, on
on a fêté les 1 an de Nuit debout sur la place de la République à Paris. Et ce jour-là, on a été noyé, si on peut dire, noyé dans une marée de Chinois qui, à l'époque, rendait hommage à un des leurs qui avait été tué par la police, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Et du coup, après, quand les gilets jaunes sont arrivés, moi j'étais frileux par rapport à ça. Vous savez, au départ, toutes les méchancetés qu'on a pu dire là-dessus, notamment Martinez et de la CGT. Donc moi, voilà, je regardais ça de loin et dans ma tête, je faisais partie de Nuit debout et pas des gilets jaunes. Et après, j'ai vu progressivement mes amis de Nuit debout qui devenaient gilets jaunes. Et donc j'ai compris que c'était assez naturellement que j'allais devenir gilet jaune. Et d'ailleurs, mon premier contact avec les gilets jaunes, ça a été à la place de la République, qui était le centre névralgique de Nuit debout. J'y étais allé pour voir mes amis de Nuit debout et par hasard, je me suis retrouvé dans un cortège gilet jaune. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact. Euh, voilà, donc après, bon, du coup, j'ai par la réflexion, j'ai voulu devenir gilet jaune vraiment, comme de la même manière que le président de mon association m'avait embrigadé dans Nuit debout, si on peut dire. Et donc, voilà, c'était tout naturel. Et en fait, je pense, par rapport aux personnes handicapées, en fait, tous ces gouvernants-là qui sont très hauts, qui voient la société dans leur ensemble, finalement, ils ne s'occupent jamais des personnes handicapées. Et s'il y a des gens qui sont plus à même de comprendre la douleur qu'ont les personnes handicapées, c'est bien les gilets jaunes, parce que eux, ils en côtoient au quotidien dans leur famille et en ce qui concerne l'accessibilité, les gilets jaunes n'ont pas le moyen de se payer un chauffeur pour transporter la grand-mère handicapée ou je sais pas quoi. Donc voilà pourquoi j'y suis. Après, oui, ça me paraît important aussi de dire que j'ai été communiste. C'est un peu pour ça que je suis réticent à tutoyer au premier abord. Voilà, maintenant je ne le suis plus. J'avais l'intention au départ, dans ma jeunesse, Tu n'es pas si vieux que ça quand même. Non, j'ai 36 ans. Mais quand j'avais 20 ans, je pensais explorer un peu tout l'échiquier politique en allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc tu as étudié la politique. Voilà, il se trouve que j'ai commencé par l'extrême gauche j'ai pas besoin d'aller voir l'extrême droite parce que en fait j'ai quand même, de par mon handicap, j'ai quand même des difficultés d'intégration et il se trouve que le milieu militant, les gilets jaunes, mais d'autres aussi puisque je rencontre d'autres gens, c'est un milieu où je suis très bien. Voilà, pas besoin d'aller voir l'extrême droite. De toute façon, c'est un piège. Entre parenthèses, voilà, récemment, il y a eu une manifestation des identitaires à Paris.
les gilets jaunes, ils sont allés. Donc, les gilets jaunes qu'on estimait. L'extrême droite, c'est le piège, mais Macron, ça a été le piège aussi. Ouais, c'est. Voilà. Ça a été Mais la bon, gifle, hein. comment, avec l'extrême droite, vraiment les gros fachos d'extrême droite, ils n'hésitent pas non plus à castagner. Donc, Macron, il castagne pas pour l'instant. Il castagne pas, on a des gilets jaunes Non, blessés. il utilise la police pour castagner. Donc, c'est. Comment? Du coup. Je sais pas le mot, c'est de la castagne légale, on va dire. Ouais, c'est. euh, ouais. Ouais, donc je parlais de castagne légale parce que comment à partir du moment où on fait intervenir la police, on a l'impression, enfin, je veux dire, normalement, c'est avec la police, c'est la République française qui fait du maintien de l'ordre. Et donc, c'est pour ça que on dit que c'est légal, entre guillemets. Voilà, c'est la manière de dire. Mais bon, après, on voit très bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Et moi, je vois, même il devrait y avoir une dichotomie, une séparation entre la police républicaine et la police milicienne qui est à la botte du gouvernement. Voilà. Tu as fait partie des Restos du Cœur. Oui, en fait, voilà, c'est un peu tout le problème qu'on rencontre en étant handicapé. C'est que j'ai été bénévole au Resto du Cœur et je ne pensais pas que je pourrais faire ça. Surtout que le bénévolat dont il s'agit, ce n'est pas de la distribution, c'est vraiment de la manutention. Je ne pensais pas que je serais capable. Mais Et là, c'est professionnellement, parce que tu as un diplôme sur ouais, la dispatcher les approvisionnements départementaux pardon, aux divers centres locaux. Donc tu as vraiment tu as eu un sacré poste, ouais, quoi. ouais, enfin, moi, j'ai pas eu un poste particulier en- enfin, j'ai pas eu un poste particulier. J'étais manutentionnaire par rapport à leur activité, mais je n'étais pas un cadre des Sans être Restos un du cadre, Cœur. mais tu avais un poste stratégique en fait. Oui, en tout cas, j'ai Voilà. essayé d'aider. Bon, ça a duré pas très longtemps parce qu'au bout d'un moment, euh, les gens des Restos du Cœur de Paris sont venus euh, sur la Fédération des Bouches-du-Rhône, qui, je crois, est la deuxième plus importante de France. Donc, ils sont venus et quand ils ont vu que j'étais dans l'entrepôt, et que, que je tombais parce qu'à l'époque je marchais encore. Enfin, quand ils ont vu qu'il y avait des risques par rapport à ça, ils m'ont dit de plus venir. Mais bon, j'en garde euh, l'expérience de la manutention. Et après, moi, du coup, j'ai pas été vraiment en confrontation avec les personnes qui bénéficiaient de ça. Euh, bon, comme ma grand-mère était à l'époque comment chef d'un centre des Restos du Cœur à Meaux, et ben, comment j'ai eu l'occasion de lui donner un petit coup de main et c'est d'ailleurs ce qui a fait que
que je suis arrivé dans l'entrepôt à Marseille en tant que bénévole. Mais sans que ma grand-mère ait l'idée d'avoir recours à moi euh, pour lui donner un coup de main, j'aurais pas su que j'étais capable de ça et donc je ne l'aurais pas fait. Voilà. Maintenant, c'est peut-être ce qui a donné une étincelle dans mon parcours, c'est-à-dire que, en fait, le but des Restos du Cœur dans l'entrepôt départemental était de permettre aux bénévoles d'être reclassés et de se faire une expérience euh, à mettre sur leur CV. Bon, moi, du coup, j'ai pas été reclassé par leurs soins, mais ça m'a mis le pied à l'étrier pour aller chercher euh, un, un, un lycée où continuer mes études. J'avais arrêté et donc, grâce, grâce à ça, j'ai repris ce BTS de comptabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et que j'ai fait dans un lycée qui n'était pas spécialement accessible au départ. Voilà, donc ça me donne l'occasion d'expliquer que je veux continuer l'entretien dans ce fauteuil-là qui est bien confortable parce que moi j'ai un peu le même projet de faire des portraits de gilets jaunes et moi, j'aime bien la philosophie et donc la psychologie, et d'être bien installé comme ça, c'est propice à l'analyse psychologique, psychanalytique, comme ils disent. Donc voilà. Du coup, en même temps, j'invite des gilets jaunes qui le veulent à me contacter pour essayer d'avoir un entretien qu'on fixe, enfin qu'on se rencadre pour un entretien de la même manière que je le fais maintenant pour me présenter. Mais là, assez parlé de moi, hein. En fait, ce que je veux, c'est parler de mon association. Très Parce bien, que, ben, nous allons parler de ton association. hein, Alors, le nom de ton association? le nom de mon association, c'est Harcelons-les. Alors, il y a des gens qui m'ont reproché d'avoir un nom un peu trop provocateur. Harcelons-les, ça ne plaît pas à tout le monde, je le conçois, mais tout à l'heure, je te parlais de violence. Voilà, la violence que je veux avoir, c'est dans les mots, et je pense que harcelons-les, voilà, ça, c'est une bonne formule parce que en se confrontant à notre association, les gens savent déjà à quelle sauce ils vont être mangés. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment mangé beaucoup de monde. Mais voilà, je pense qu'il y a au moins une institution en France qui sait pourquoi on s'appelle Harcelons-les, parce que je les harcèle depuis longtemps. La RTM? Non, non, Non? une autre institution que la RTM, bon, voilà, j'ai préféré ne pas m'attaquer à eux parce que ils n'utilisent, je pense, hein, ils pourraient être susceptibles d'utiliser des méthodes qui ne sont pas légales. Par contre, une autre institution que je me plais à harceler, c'est le défenseur des droits. Et sur mon compte Instagram, parce que je peux prendre des petites vidéos avec mon téléphone, qu'on appelle des stories, je peux prendre des vidéos du défenseur des droits, et entre parenthèses, voilà, vous serez peut-être un peu
scandalisé comme moi d'apprendre qu'en ce moment, en période de Covid, le défenseur des droits, les locaux du défenseur des droits sont fermés parce que ces gens sont en télétravail. Comme si on pouvait se dire que avec le virus, les discriminations n'existent plus. Donc voilà, il n'y a plus besoin d'ouvrir les bureaux au public. Enfin bref, voilà, du coup, je sais que mon association n'est pas entendue puisque selon, selon le mot qui m'est venu une fois, en fait, s'attaquer aux défenseurs des droits avec mon association, c'est comme qui essayerait, le moustique qui essayerait de briser le pare-brise. Voilà, vous savez qu'un moustique, ça s'écrase plutôt sur les pare-brises des voitures. Et ben là, voilà, en allant toujours face aux défenseurs des droits, je suis le moustique qui essaye de casser le pare-brise. Donc j'ai bien compris que ça servait à rien puisque voilà la corruption qui existe au niveau de la RTM, en fait, elle est voulue par l'État et d'ailleurs, voilà, j'ai un ami qui m'a donné l'occasion de me mettre en contact avec la commission des droits de l'homme de l'ONU qui est basée à Genève. Et eux, leur référence pour lutter contre la discrimination, la référence française, c'est le défenseur des droits. Donc voilà, en informant le défenseur des droits, je sais automatiquement que l'État français est au courant de notre lutte par rapport aux droits des personnes handicapées sur Marseille. Mais voilà, visiblement l'État ferme les yeux là-dessus. Et donc, ben voilà, la corruption, elle n'est pas que à Marseille, hein, elle est dans toute la France. Donc, voilà, je continue ça, même si je sais que ça ne sert pas à grand-chose. Moi, j'estime que pour moi, à titre personnel, ça sert à quelque chose. Et dans un futur qu'on peut imaginer, effectivement, l'expérience que j'aurais acquise en étudiant le réseau de transport en commun de Marseille sera sûrement utile, puisque en ce qui concerne l'accessibilité, de ces réseaux de transport en commun, quand même, la France manque cruellement d'analyse par rapport à ce problème, ce qui montre bien que, en gros, on n'en a rien à faire. Je vous citerai des statistiques. Comment il paraît que sur toute la population française, mettons 70 millions, hein, c'est plus ou moins 70 millions, sur ces 70 millions, il y a 12% de personnes handicapées. Mais c'est tout handicap confondu. Donc voilà, ça peut être des gens qui ont des troubles musculo-squelettiques, là, les accidents du travail. Et puis ça peut être, à l'autre bout, ça peut être des gens qui sont en fauteuil. Bien sûr. Donc voilà, 12% de 70 millions, ça fait à peu près 8 millions. C'est énorme. 8 millions et demi. C'est énorme, bien sûr. Bon, il y a bien sûr les bus, mais il y a d'autres problèmes. Il n'y a pas que. Il y a l'accessibilité dans les immeubles, dans les ascenseurs, Oui, oui, et mais bien d'autres
d'autres problèmes encore, quoi. Oui, oui. Mais bon, ça, pour l'instant, Priorité, oui, parce que en fait, voilà, je pense que quand les familles elles-mêmes sont confrontées directement au, au problème, et le logement, comme tu évoques, c'est un problème qui est direct, c'est-à-dire que, bon, si le logement n'est pas accessible, si par exemple votre enfant qui est handicapé ne peut pas aller loger avec ses parents, bon, ben, soit il va se retrouver à la rue, soit il va se retrouver en institution, et donc ça, quand même, ça impacte directement la vie d'une famille. dans Donc les salles de spectacle également, voilà. au Mais théâtre, dans les du coup, cinémas. voilà, mais du coup, Tu vas au cinéma? Ça t'arrive d'aller au oui, oui, cinéma? mais du Enfin, à coup, l'époque, quand nous allions au cinéma. oui, oui, Parce à que maintenant, c'est l'époque, interdit. ouais, ouais. Non, On peut mais parler de moi, l'époque. j'y suis allé, mais c'est vrai que euh, tous les cinémas ne sont pas accessibles, loin de là. Euh, mais bon, ce que je veux dire, c'est que si, même si j'aime le cinéma, la vie peut être vécue sans aller au cinéma. Bon, c'est très frustrant, hein, Oui. mais elle peut être vécue, voilà. Tandis que si on n'a pas de logement, bon, on peut pas vraiment vivre. Et voilà, et pour les transports en commun, c'est un peu pareil, c'est-à-dire, ben, si on a le logement qui est accessible, on peut, et uniquement le logement, on peut rester terré chez soi comme, comme un animal qui ne voit jamais le jour. Euh, mais du coup, le transport en commun n'est pas, comment on va dire, essentiel. C'est-à-dire que on peut vivre sa vie sans transport en commun. Et donc, voilà, les, les entreprises de transport en commun, comme la RTM, comme la RATP, sont souvent de très grosses machines qui ne font pas forcément dans le détail parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Finalement, c'est très dur à bouger ces grosses montagnes-là. Euh, et par ailleurs, ils ont mis à côté de tout ça, en parallèle, ce qu'ils appellent des transports de substitution. Donc à Marseille, ça s'appelle Mobi Métropole, à Paris, ça s'appelle le PAM, mais il y en a pour toutes les grandes villes et toutes les agglomérations, hein. Et ça, finalement, bon, c'est une solution qu'on propose aux personnes handicapées, une solution qui n'est pas parfaite, mais ceux qui ont vraiment besoin de se déplacer, parce que c'est quand même assez important de pouvoir se déplacer, eh ben, ils sont satisfaits, plus ou moins satisfaits, de ce transport de Substitution. substitution. D'accord. Et comme toi, tu voyages beaucoup, tu as affaire à des gares un peu spéciales, non? La gare Saint-Charles est équipée, elle. Il y Oui, a des oui, ascenseurs. oui, oui, La gare de Lyon, il y a des ascenseurs, j'ai vu. oui, oui, Il mais y a des passages pour les en handicapés. fait, pour moi, avec mon handicap particulier et la manière que j'ai de traiter mon handicap, fait que je ne suis pas vraiment embêté par ce manque d'accessibilité dans les gares. L'accès au train, déjà, c'est pas simple, non? Comment tu fais? Ouais, ouais, mais bon, là encore, vous connaissez peut-être leur service spécialisé qui s'appelle Accès Plus à la SNCF, avec des gens qui viennent vous réceptionner à la sortie du train. Ils prennent vos Euh, valises, ils prennent les chaises, bon, oui. moi, j'y crois pas.
Parce que... Ah, ça marche pas? Hein? Ça ne marche pas? Si, ben, il peut toujours y avoir des failles. Et j'ai lu un article où en fait c'était une jeune femme qui devait faire Marseille-Grenoble. Donc elle devait s'arrêter à Avignon pour faire un changement. Ils ont oublié de venir la chercher à Avignon. Du coup, elle est montée à Paris et après elle a dû redescendre à Grenoble. Donc bon, moi, voilà, ça m'amuse pas trop de les attendre. Euh, voilà, peut-être parce que je suis anxieux, mais bon, voilà, j'ai pas à attendre après eux de toute façon. Voilà, je fais ma vie loin de tout ça. Et encore une fois, voilà, on nous apporte des solutions euh, où ça implique d'être dépendant de tiers. Moi, j'ai pas envie d'être dépendant, donc je fais comme je peux. Ils n'ont qu'à mettre les aménagements qu'il faut. Et en fait, voilà, si, si l'objet de notre association, c'est d'obliger la RTM à baisser les rampes d'accès dans les bus, donc à Marseille, moi je vais souvent à Paris, donc vous avez entendu une semaine sur deux, et j'ai quand même étudié pas mal le métro parisien, même si je suis encore en train de le faire. Hein, et donc, il y a à Paris, c'est réputé, hein, il y a la ligne 14 qui est entièrement accessible. Voilà, sur la ligne 14 à Paris, la ligne de métro 14, il y a la station Bercy. Moi, j'y passé un moment, j'y étais très souvent, donc je connais très bien cette station. Comme ils viennent d'agrandir la ligne 14, de la prolonger, du coup, pour prévoir l'augmentation du trafic au niveau de la station Bercy, ils ont agrandi la station en multipliant les bouches. Et comme, bien sûr, c'est une station de la ligne 14 qui se doit d'être accessible, ils ont mis des ascenseurs. Mais rien ne dit que l'ascenseur, il ne va pas tomber en panne. Ah, c'est Et comme donc, nous, pareil, je veux dire, ouais, dans ce cas-là, bien une sûr. personne handicapée, elle devient dépendante du, de l'intervention du réparateur de l'ascenseur. Moi, je n'ai pas envie de ça. Donc, même s'il y a un ascenseur à la station Bercy, moi, ce qui m'aurait plu, c'est qu'il fasse une, une bouche de métro, une sortie, qui soit en pente douce, comme on ferait pour la sortie d'un garage. Comme On- ici, pente douce qu'il y a voilà. pour Et l'accès voilà. au Et théâtre, donc, oui. ben, moi, c'est ce que je crois. Voilà, c'est ce qu'on appelle. J'ai découvert ça avec un membre de mon association. C'est ce qu'on appelle le validisme. Quand on vous impose, quand on vous impose les solutions, voilà, en gros, pour prendre l'exemple de la station Bercy, c'est comme si des gros fachos nous disaient, écoute, on te donne un ascenseur, tu fermes ta gueule et tu prends l'ascenseur. Et s'il ne marche pas, ben, tu nous attends et on viendra et voilà. Sauf qu'ils n'arrivent jamais. Enfin, voilà, c'est du validisme. Euh, donc, voilà.